Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Illustration de couverture. Portrait d'Adolf Hitler par le prof Heinrich Knier. De septembre 1862, Pančevo, 26 mai 1944, Stoddard et Gerndash, 1937. Huile sur toile, Imperial War Museum London. Dédicace. In memoriam, à toutes les victimes de la terreur nazie. Helmut Auerbach, historien-chercheur, au sein de l'Institut für Zeitgeschichte et rédacteur en chef des Vierteljahrsefte für Zeitgeschichte à Munich, Chantre de l'amitié franco-allemande, 10-8 1932-1-2001. Hommage à Michel Quelin, ancien secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, membre du Centre des hautes études franco-allemandes pour la construction européenne, universitaire engagé du devoir de mémoire partagée, franco-allemand, chef du département des relations franco-autrichiennes à l'Académie diplomatique de Vienne. 17-9 1944-3-4-2020. Son Excellence Jacques Morizet, ambassadeur de France, président d'honneur du Haut Conseil culturel franco-allemand, membre d'honneur de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne, ancien résistant et combattant de la Première Armée française. 7-3 1921 au 29-4 2020. Dans la même collection, Enjeux internationaux, fondée et dirigée par Ludovic Laloux. Sous la direction de Bernard Brunto et Yves Santamaria, Extrémismes européens et monde arabo-musulman, Rapprochement stratégique et convergence idéologique, SPM 2021. Exergue. Et je regardais, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nouveau Testament, Apocalypse, chap. 6-1-81. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Edmund Burke, homme politique et philosophe irlandais, 12-1729-9-7-1797. L'histoire du national-socialisme dans une bonne mesure et l'histoire de sa sous-estimation. Karl Dietrich Bracher, politologue et historien allemand, 13-3 1922-19-9 2016. L'Allemagne est coupable du nazisme, mais l'Europe n'est pas innocente de la culpabilité allemande. Emmanuel Berry, journaliste, essayiste, historien français, de 8 1892 au 22-9 1976. À mes enfants Alexandra et Nicolas. Hommage posthume à mes parents, Ingeborg et Léon Watin, 2 enfants de la guerre. Remerciements. Aboutissement de plusieurs années de labeur et de beaucoup de sacrifices, l'accomplissement de cet ouvrage, ayant pour thème central les complices avérés d'Adolf Hitler, n'aurait pu être réalisé sans le concours de quelques personnalités à qui je veux témoigner ma plus vive reconnaissance. Je tiens tout d'abord à remercier Florence mon épouse et mes enfants Nicolas et Alexandra qui m'ont toujours soutenu et su faire, une fois de plus, preuve d'une grande patience afin de me permettre de travailler à un rythme infernal en acceptant d'être moins disponible pour eux. Ce présent travail a pu également voir le jour grâce au soutien de nombreux de mes pairs qui ont bien voulu répondre à mes différentes interrogations, m'apporter leur indispensable expertise ainsi que pour leur relecture par tranche de ce manuscrit et plus largement, pour leurs remarques et suggestions qui m'ont permis l'élaboration de ce travail d'historien. Monsieur Gaël Georges Moulec, docteur en histoire contemporaine. Monsieur André Lacombe, historien spécialiste de la Résistance, qui malheureusement nous a quittés trop tôt et dont je rends avec émotion un hommage posthume. Monsieur Éric Daubard, historien et germaniste, membre du Centre des hautes études franco-allemandes pour l'Europe, pour sa relecture et ses corrections. Une mention spéciale à l'attention de Monsieur Thierry Feuret, éditeur, germaniste, professeur agrégé, historien spécialiste du national-socialisme. Sa précieuse expérience conjuguée à l'étude de ses ouvrages a été une source d'inspiration et d'encouragement. Ancien directeur de la collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, aux éditions L'Harmattan, il a toujours cru et soutenu la publication de mes écrits depuis de très nombreuses années. Date clé. Préambule.
les préludes de la guerre froide aboutissent à la normalisation des relations entre la jeune République fédérale d'Allemagne et les alliés occidentaux, qui admettent, dans le domaine de l'historiographie contemporaine, la prolifération d'une abondante littérature ayant pour thème le Troisième Reich. Littérature particulièrement abondante aux États-Unis comme en Europe, surtout à l'issue du retentissant procès de Nuremberg, et ceux organisés par la suite dans les différentes zones d'occupation alliées. Hitler et ses paladins sont le sujet de prédilection de nombreux historiens et journalistes dont les livres jouissent d'une grande popularité. D'autres ouvrages se consacrent également au grand chef militaire allemand et au premier cercle des intimes du dictateur. C'est donc tout naturellement qu'une profusion de publications, les unes plus documentées que d'autres, fleurissent dès les années 1950, un peu partout dans le monde. Bien qu'elles soient de qualité inégale, elles tiennent en permanence une bonne place dans les vitrines des libraires. La source ne s'est pas tarie car encore aujourd'hui, d'innombrables livres, d'articles de journaux paraissent régulièrement en France comme ailleurs. À partir des années 1980, la presse et les chaînes de télévision ont développé une industrie mémorielle de la Seconde Guerre mondiale. Multiplication des dossiers Hitler, dans les hebdomadaires et les magazines. Internet a permis d'attirer davantage l'attention sur l'Allemagne nazie. Au seuil du XXIe siècle, plus de 500 000 entrées en cliquant sur Hitler. Ils connaissent un réel succès, dû entre autres à la portée médiatique issue des télédiffusions, ainsi que par les productions cinématographiques les mettant particulièrement en scène. À ce sujet, sont à noter les récentes émissions consacrées à la montée du national-socialisme sur des chaînes de télévision françaises ou allemandes et sur Netflix, ainsi que les publications récentes d'articles et de livres portant sur le Troisième Reich. Tous ces écrits traitent de thématiques, soit inexploitées ou encore ignorées jusqu'alors par les historiens, qui viennent considérablement accroître l'infinie bibliographie déjà existante sur l'Allemagne nazie et ses dirigeants. Cependant, force est de constater que 3/4 de siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls les noms des satrapes nazis les plus notoires sont connus du grand public, alors qu'ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg national-socialiste. Quoique d'innombrables films, articles, commémorations, musées thématiques n'en finissent pas de rappeler cette époque douloureuse de notre civilisation, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'ils ne mettent sous le feu des projecteurs que les piliers les plus connus du régime nazi. Aussi n'est-il en rien surprenant de remarquer que la majorité des biographies rédigées par des historiens français ne portent qu'exclusivement sur les patronymes des hauts dignitaires ou généraux allemands, dont les noms frappent encore l'imaginaire des peuples, tels Himmler, Göring, Goebbels, Bormann, Rommel et quelques autres. Depuis plus d'une décennie, nous avons observé que l'on négligeait inopportunément de très nombreux acteurs, et non des moindres, qui avaient occupé des positions essentielles dans les domaines économiques, politiques, juridiques, administratifs et militaires au sein de cette dictature. Au même titre que les plus célèbres des paladins du Führer, ces autres complices que nous dévoilons ont façonné le dictateur dans ses débuts, contribué à mettre l'Allemagne en coupe réglée pour ensuite lui permettre de perpétrer la répression la plus féroce contre ses adversaires politiques, et tout particulièrement contre la communauté nationale juive allemande de l'ère weimarienne. Aussi est-il particulièrement malaisé pour un néophyte, qui veut approfondir ses recherches, de pouvoir se repérer dans toute cette masse d'ouvrages, d'articles, d'émissions historiques existant à ce jour pour découvrir réellement qui est qui, et qui a fait quoi de 1919 à 1939 ? C'est précisément à ceux qui se posent ces questions légitimes, et bien d'autres, que s'adresse notre ouvrage fruit d'une activité de recherche et de synthèse de plusieurs années sur la thématique étudiée. Dans un but d'éducation, d'information et de soutien à la mémoire européenne, nous avons donc réalisé ce délicat travail de recherche en mettant à la disposition d'un futur lectorat un certain nombre d'éléments de connaissance et d'interprétation, que l'on ne pourrait se procurer qu'au prix de lectures illimitées. Tout au long de nos recherches, nous nous sommes imposés de toujours nous appuyer sur des sources contenues dans les archives allemandes, et parmi les ouvrages de référence internationale rédigés par les plus éminents spécialistes de la question, ainsi que de documents catalogués dans la littérature spécialisée britannique, française et allemande. Nous n'avons pas négligé l'ensemble des minutes du procès de Nuremberg, dont nous dédicassons cet ouvrage à l'occasion du 76e anniversaire de sa clôture. Cette impressionnante masse documentaire importante,
est cependant difficile à exploiter manuellement. Nous avons pu disposer de la version numérisée du Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit, de l'Université de Caen Normandie qui a mis ce texte essentiel à disposition des chercheurs et du grand public. Les informations contenues dans le manuel du parti nazi, source de premier ordre destinée à l'époque aux responsables du NSDAP, ont été essentielles. À ce sujet, il n'est pas inutile de préciser que sa lecture, ainsi que pour d'autres documents d'époque, avait demandé des efforts tout à fait particuliers. En effet, dans ce cas de figure, la connaissance de la langue allemande n'est en rien suffisante. Il faut non seulement maîtriser la typographie gothique allemande, appelée fracture, police d'imprimerie avec laquelle était imprimée la majorité des documents sous le Troisième Reich, mais aussi la terminologie propre aux nationaux-socialistes. Toutes ces références permettent de véhiculer des réponses aussi précises et argumentées que possible, aux multiples interrogations que se posent toutes celles et tous ceux intéressés par les thèmes abordés. Nous avons également visionné durant des centaines d'heures de très nombreux documentaires en langue allemande, ainsi que des entretiens avec des témoins d'époque qui nous ont permis d'éclaircir certains points. Parmi les noms mentionnés dans cet ouvrage, figurent des patronymes d'hommes et de femmes qui n'ont jamais occupé la une des journaux et qui n'évoqueront au lecteur aucun souvenir en rapport avec le nazisme. C'est pourquoi il doit permettre à un lectorat curieux, mais craignant de s'y perdre, de découvrir les noms et la place qu'occupaient auprès d'Hitler ces anonymes dont la position et leur fonction au sein du système hitlérien ont été utiles à un moment donné. Tous les personnages cités dans ce livre ont été des acteurs actifs de la vie publique, politique et militaire de l'Allemagne nationale-socialiste jusqu'en 1945, et ont résolument contribué à la nazification de l'Allemagne, à la poursuite de la guerre et à l'accomplissement de l'Holocauste, alors que la victoire finale, l'Endsieg, n'était déjà plus qu'une illusion. Contrairement aux thèmes récurrents de nombreuses publications ayant des titres racoleurs, notre ouvrage a la modeste prétention d'aller à contre-courant en ne voulant mettre en exergue les quelques personnages qui ont balisé le chemin du dictateur vers le pouvoir et permis de créer le parti le plus puissant qu'ait jamais connu l'Allemagne. Au début de sa carrière politique, Hitler n'a pas choisi ces personnes. C'était l'inverse. Des personnes influentes l'ont choisi pour atteindre leurs objectifs politiques. Ses parrains l'ont soutenu comme un espoir politique. Ils se sont agglutinés autour d'un homme rhétoriquement doué, qui avec des mots pouvait impitoyablement vilipender la République de Weimar. Ce sont ses mécènes et amis qui ont éveillé une envie de pouvoir, qui ont renforcé sa confiance en soi et l'ont élevé sur un pavois. Ce sont eux qui ont donné à Hitler l'idée qu'il pouvait être chancelier, et l'ont déclaré comme Führer. Pour ce faire, il a fallu reprendre le fil de l'histoire en commençant par les débuts politiques d'Adolf Hitler afin de pouvoir replacer dans son contexte l'influence réelle des uns et des autres conspirateurs dès 1919 dans la formation du NSDAP, ainsi que toutes les actions menant aux événements qui déclenchèrent la Seconde Guerre mondiale. Nous avons toutefois pris le risque, afin de ne pas charger inutilement ce document, d'effectuer un choix parmi les multiples acteurs de cette tragédie. Par conséquent, nous sommes conscients que les noms répertoriés ne représentent qu'une infime partie de la camarilla de toutes celles et de tous ceux qui ont apporté leur soutien inconditionnel au Führer. Aussi, ce livre semblera bien incomplet pour certains esprits chagrins, ce que nous ne démentirons pas, tout en défendant le choix éditorial opéré et en assumant le reproche qui nous sera fait d'avoir négligé d'évoquer tel ou tel responsable nazi. Pour autant, nous invitons les personnes intéressées qui voudraient approfondir leur curiosité à prendre connaissance des travaux réalisés par plusieurs spécialistes allemands, qui ont rédigé de véritables lexiques de référence. Ainsi, le livre de Ernst Klee dénombre plus de 4000 profils recensés durant plus de 25 ans de recherche et trouve des compléments dans les ouvrages de Robert Wistrich, de Hermann Weiss ou encore d'Eric Stockhorst, limités cependant à un lectorat purement germanophone. Sont également à mettre en exergue plusieurs ouvrages remarquables du germaniste et historien Thierry Feuret. Tout au long de nos recherches, tous ces écrits nous ont été particulièrement utiles et nous ont permis de croiser les informations obtenues avec nos sources. C'est avec suffisamment de circonspection que nous avons pris connaissance de certaines informations diffusées sur Internet. Bien qu'incomplètes,
Elles nous ont néanmoins permis de suivre certaines pistes nous permettant de démentir, clarifier ou démystifier des faits imaginés depuis des décennies par des auteurs peu scrupuleux de la vérité historique, mais enclins à enrichir la littérature historique grand public de faits divers. Nous sommes conscients que d'éventuelles erreurs ou des approximations involontaires ont pu se glisser dans cet ouvrage. Aussi, encourageons-nous toute personne susceptible de nous apporter des informations complémentaires, non inventoriées, de contacter l'éditeur afin que l'on puisse l'enrichir et le compléter judicieusement pour une éventuelle réédition. Nous ne pouvons achever ce chapitre introductif sans signaler l'existence de plusieurs ouvrages d'érudition exceptionnels. Le premier a été élaboré par l'historien allemand Harald Sandner, s'intitulant « Hitler, das Itinerar, Aufenthaltsort und Reisen von 1889 bis 1945 ». En 4 tomes, Sandner a réussi la plus importante chronologie jamais réalisée au cours des dernières décennies sur Hitler, et qui remet en cause de nombreuses et fausses révélations, que l'on peut repérer même parmi les ouvrages des historiens les plus érudits. Grâce à un travail acharné d'une vingtaine d'années, Sandner a pu répertorier tous les lieux de résidence et de passage de Hitler, ainsi que ses déplacements, y compris sur les moyens de transport utilisés, en replaçant toutes ces informations dans leur contexte politique, militaire et personnel privé. Ouvrage d'exception, nous avons tout naturellement pu nous appuyer sur l'ensemble de ces travaux pour donner toute sa valeur à notre travail de recherche. Le second ouvrage de référence, sorti courant juin 2021, est la réédition française de Mein Kampf par Fayard. Le pamphlet d'Hitler est une réédition annotée qui sera accompagnée d'analyses et de commentaires de chercheurs défaisant non seulement les arguments racistes du dictateur allemand, mais aussi les nombreuses mystifications et mensonges sur sa vie. 5 ans après la première réédition allemande, l'historien français Christian Ingrao souligne: il était aussi temps de sortir des fantasmes qui entouraient ce livre. Son édition scientifique participerait à sortir des idées reçues autour d'un texte éructant et antisémite, rédigé dans les années 1920, mais qui ne contenait pas en lui-même le projet de meurtre de masse qui avait conduit à l'extermination des Juifs d'Europe, décidé à la fin de l'année 1941. L'édition scientifique contribuerait justement à sortir de l'hitlérocentrisme dans la gestation de la solution finale. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative qui coïncide avec l'édition de notre ouvrage et nous conforte, s'il le fallait, dans notre choix éditorial. Par respect pour la langue d'origine, et parce que l'allemand est peu connu des lecteurs francophones, nous avons également décidé de respecter et de garder l'orthographe allemande pour la désignation des charges et titres officiels ou honorifiques, grades, désignation des offices et administrations civiles, politiques et militaires du Troisième Reich. De ce fait, toutes les traductions en langue française se trouvent soit intégrées dans le corps du texte, le texte en allemand est entre parenthèses et en italique, ou encore en note de bas de page. Nous soulignons que pour de multiples raisons, certains termes sont difficilement traduisibles n'ayant pas toujours d'équivalent dans la langue française. Nous avons pu, outre nos traductions, nous appuyer avec bonheur sur l'ouvrage de référence Le national-socialisme, vocabulaire et chronologie de Thierry Feuret. Bien qu'intégrant des informations parfois peu connues, il va de soi que ce livre ne prétend pas à l'exhaustivité mais constitue une excellente base pour une initiation à cette période de l'histoire contemporaine. Nous espérons humblement que les informations fournies dans cet ouvrage permettent aux étudiants, chercheurs ou simples curieux de compléter leurs connaissances sur cette douloureuse période de l'histoire de l'humanité. Introduction. Le Reich allemand de 1919 à 1939. Par commodité et paresse intellectuelle, on associe et identifie encore trop souvent et trop commodément les Allemands comme étant l'essence même du peuple national-socialiste dans ses frontières de l'Allemagne contemporaine. Aussi est-il indispensable de rappeler aux non-initiés que l'Allemagne alors, dans ses frontières démantelées par le traité de Versailles de 1919 puis rétablies selon les remodelages hitlériens successifs, donne au Troisième Reich de 1939 un supplément territorial de 583 370 km² et par voie de conséquence une augmentation notoire de nouveaux membres de la communauté du peuple, Volksgenossen, provenant de la Sarre, de la Rhénanie, de L', Autriche, des Sudètes, de Memel,
soit une population totale de 79 375 281 habitants. Dès le début de la guerre, l'Allemagne nazie annexe d'autres territoires germanophones comme l'Alsace, fournissant des volontaires pour l'armée allemande et la SS. En conséquence, lorsque l'on parle des ressortissants du Grand Empire allemand, das Großdeutsche Reich, il faut bien prendre en considération ces données géographiques. Parmi les nombreux responsables de crimes de guerre perpétrés par les troupes nazies, nombreux furent les ressortissants de ces territoires qui sont aujourd'hui des pays indépendants. Condamner les seuls Allemands, c'est-à-dire les habitants de l'Allemagne fédérale de l'époque antérieure à la réunification puis postérieurement, comme responsables des crimes abominables perpétrés de 1937 à 1945 est inexact et à remettre dans le contexte de l'espace géographique de l'époque. Carte du Reich allemand, dans ses frontières de 1937 avec les territoires annexés. Chapitre 1 – Ne jamais oublier. En raison du passé qui s'estompe, nous constatons depuis quelques années en Europe une incontestable et désagréable désaffection de la jeune génération pour l'histoire du national-socialisme. Cependant, il est vrai qu'il est particulièrement difficile pour elle de trouver des ouvrages clairs et facilement compréhensibles. En France, ce désintérêt est particulièrement alarmant car l'Express titrait sur son journal en ligne « La majorité des Français ignorent le nombre de Juifs tués durant la Shoah », en précisant que seulement 16% des Français avouent même ne pas avoir entendu parler de la Shoah. Le constat est sans appel, et nous prenons à notre compte cette réflexion de l'historien Thierry Feuret qui signale à juste titre « En la matière, le temps n'a pas fait son œuvre. Car si effectivement le nazisme stricto sensu peut être aujourd'hui relégué parmi les phénomènes qu'il est envisageable d'analyser objectivement, il reste que certains thèmes dont il a été porteur et certaines attitudes qu'il a générées font toujours partie du tableau de notre époque et justifient l'inquiétude. Puissent ces actualités passées être source d'introspection et contribuer quelque peu à secouer l'indifférence. À l'occasion d'une réédition en langue française de Mein Kampf commenté, nous avons voulu rappeler les conditions dans lesquelles un fanatique, soutenu en cela par de nombreux fidèles, parvient en quelques années à mettre le monde à feu et à sang. Comme le soulignait très justement l'éminent Eric Hobsbawm, encore aujourd'hui, l'avènement d'Adolf Hitler et du national-socialisme reste un phénomène qui interroge encore bon nombre d'historiens et d'universitaires. Le fait est que personne, mais vraiment personne, n'a pris la vraie mesure du national-socialisme d'Hitler, mouvement unique jamais vu auparavant et dont les objectifs étaient rationnellement inimaginables. Il est fondamental de bien comprendre, et surtout de ne pas désapprendre, que les premières victimes à pâtir et subir les hordes nazies furent en premier lieu des citoyens allemands, qu'ils soient adversaires politiques ou seulement par leur origine juive. Tel était le cœur du problème de la communauté juive d'Allemagne. Elle était si bien intégrée dans la société allemande que le coup de massue du nazisme est venu la frapper de l'intérieur. Non pas de l'extérieur, comme la communauté juive polonaise qui a vu l'occupant lui tomber dessus. Ici, personne n'est venu de l'extérieur. Qui étaient les complices d'Hitler ? Au fils de ces années obscures, tous les plus proches disciples d'Hitler lui permettent l'opportunité dans un premier temps, d'écraser l'opposition politique puis enfin, de tenir d'une poigne de fer toutes les composantes de la société allemande. Outre les complices de la première heure, plus ou moins proches de Hitler, nombreux sont les cadres du parti qui sans exception ont une culpabilité incontestable dans son accession au pouvoir, dans l'annihilation des droits civiques les plus élémentaires et de l'élimination de leurs concitoyens juifs de toutes les sphères sociales et publiques allemandes. C'est que ces prisonniers représentent des influences sinistres qui se dissimuleront de par le monde, bien longtemps après que eux-mêmes seront retournés en poussière. Nous montrerons qu'ils sont des symboles vivants des haines raciales, du terrorisme et de la violence, de l'arrogance et de la cruauté du pouvoir. Ce sont des symboles d'un nationalisme et d'un militarisme farouche, d'intrigues et de guerres qui ont jeté la confusion en Europe, génération après génération, écrasant ses hommes, détruisant ses foyers et appauvrissant sa vie. Ils se sont identifiés à un tel point avec leurs idéologies et les forces dirigées par eux, que tout acte de compassion à leur égard constitue un triomphe et un encouragement donné à tous les maux qui s'associent à leur nom. La civilisation ne peut pas admettre de compromis avec les tendances sociales qui verraient leurs forces se renouveler,
si nous traitions d'une manière équivoque ou indécise ces hommes en qui ces forces survivent encore temporairement. Responsables de multiples forfaits contre le parlementarisme démocratique de Weimar, les paladins d'Hitler n'ont plus aucune limite une fois aux commandes du pays. Ils continuent de façon systématique et inexorable à asseoir non seulement leur pouvoir propre, mais s'appliquent avec rigueur et sans aucun état d'âme à réaliser dans les textes et dans les faits l'idéologie nationale-socialiste. Sans vergogne, ils laissent faire ou organisent des actions violentes contre leurs propres compatriotes juifs. Ce ne sont que les prémices du sort qu'ils réserveront quelque temps plus tard aux populations des territoires qui seront annexés au Reich, ainsi que dans les pays occupés. Face à ce projet démiurgique, on a vu nombre de contemporains se rendre disponibles, prêts à accueillir l'inhumain. Là où cela était clos, certes, mais aussi et très largement ailleurs. Dominés par leur fureur et d'une soumission absolue, voire mystique pour une grande majorité d'entre eux, tous ces paladins conçoivent, promeuvent et mettent en pratique les délires du dictateur. Ils commettent, ou font commettre par d'autres, les pires abominations en imaginant et en organisant consciemment des programmes criminels comme l'impitoyable systémisation de la politique d'extermination des Juifs, ainsi que celle d'autres peuples classés dans la catégorie des sous-hommes, Untermenschen, aboutissant inévitablement à la solution finale, Endlösung. Ils ont également permis de livrer aux généraux de l'armée allemande, Wehrmacht, tous les moyens nécessaires pour s'engager dans une guerre de conquête, qui devait apporter au Reich allemand un espace vital à l'Est, Lebensraum. Nous nationaux-socialistes, devons nous attacher fermement au but que nous avons fixé à notre politique étrangère, c'est-à-dire assurer au peuple allemand l'espace territorial nécessaire à son existence sur cette terre. Pour tous ces paladins, l'adhésion idéologique au national-socialisme est l'indispensable ferme qui les lie au Führer Adolf Hitler. Identifier l'entourage d'Hitler. Dans ce livre que nous avons intitulé « Ils ont fait Hitler », nous désirons révéler au lecteur l'implication malfaisante et essentielle de nombreux paladins. Cette exploration, qui débute en 1919, permet de faire découvrir, au plus grand nombre de passionnés d'histoire la place, les implications avérées de ces innombrables cavaliers de l'Apocalypse, qui ont permis directement ou indirectement à Hitler de réussir son extraordinaire ascension politique et dont les patronymes n'ont laissé qu'une trace infime et n'évoquent aucun lien avec le dictateur. Ce projet nous semble d'autant plus utile que des recherches récentes ont confirmé qu'il ne se trouvait pas en France d'écrits récents analysant cette thématique de façon plus approfondie. Cela nous a déterminés à produire une modeste contribution à cette période sombre de l'histoire du XXe siècle. Pour être aussi accompli que possible, ce document situe un panel d'anciens combattants, Altkämpfer, parmi les opportunistes en rupture de carrière professionnelle ou politique, des militaires revanchards et des nombreux industriels qui ont non seulement financé le parti mais également Hitler ainsi que d'autres potentats nazis. L'intérêt de notre travail réside dans le fait d'avoir réalisé un guide didactique, permettant de découvrir les profils de personnages clés, ayant activement œuvré en faveur de la carrière du Führer et au développement du national-socialisme dès 1920. Cependant, et nous reprenons à notre compte la sentence du professeur Alfred Grosser dans sa préface de l'ouvrage de Bracher sur le fait qu'il ne faut pas que le lecteur s'attende à des révélations bouleversantes ou à un récit croustillant. En conséquence, et pour mieux saisir le rôle joué par les uns et les autres dans le parcours initiatique du dictateur allemand, il est essentiel de découvrir les multiples coïncidences qui ont permis à Hitler de rencontrer celles et ceux qui seront ses promoteurs pour enfin devenir ses plus fidèles vassaux. Tout au début de son entrée en politique, certains de ses familiers l'inspirent tandis que d'autres contribuent à ce qu'il puisse surmonter les doutes, parfois même le renoncement voire le suicide. D'autres encore tentent, mais sans succès, la manipulation. Bien évidemment, la compréhension de cette mutation extraordinaire d'un anonyme caporal démobilisé en une figure politique de premier plan ne peut s'envisager que par une exploration chronologique, marquée par l'évocation des événements et des interactions directes ou indirectes de ses multiples compagnons de route à compter de ses débuts en politique jusqu'au déclenchement d'un cataclysme mondial. En conséquence, et malgré l'impression de redondance avec de nombreux écrits existants à ce jour, l'évocation du parcours politique d'Adolf Hitler de 1919 jusqu'en 1939 est plus que nécessaire pour bien s'approprier la thématique étudiée.
Cette étude requiert la nécessité de situer le contexte d'une manière fine des personnes dans leur époque, et repose sur des indications historiques rigoureuses. Pour étudier le fonctionnement du nazisme au pouvoir, il faut commencer par analyser celui de son Führer, dont les façons de communiquer, de décider, de déléguer deviennent celles du Troisième Reich. C'est ainsi que l'on observera avec étonnement que c'est par une suite de rencontres et d'enchaînements anodins en apparence qu'un esprit semble-t-il simple et au plus bas de la hiérarchie sociale, cantonné à des tâches militaires subalternes, put devenir le chef d'une horde de brutes qui lui permit d'avoir l'ascendant sur tout un peuple et de prendre le pouvoir d'un des pays les plus puissants d'Europe. Aussi je partage l'appréciation du regretté historien Helmut Auerbach qui avec justesse et perspicacité a bien décrit Hitler à ses débuts. Le simple petit soldat, sans métier, s'était plutôt involontairement engagé dans une carrière politique, il y a été poussé. Favorisé par sa posture nationaliste populiste, qui s'était raffermie durant la phase révolutionnaire de Vienne, il s'est naturellement intégré au mouvement de Munich. Le traumatisme national de la défaite de 1919 était également le traumatisme personnel d'Hitler, et de ce fait il a pu se sentir comme la personnification du destin national. Son fanatisme, son énergie, son talent virtuose d'agitateur et une montée immédiate de soutien l'ont rendu populaire. Et accroît son exigence d'être le Führer. La période retenue, et qui couvre les années de 1919 à 1939, donne la liste de multiples hommes et femmes qui comme concepteurs ou complices jalonnent la vie politique et privée d'Adolf Hitler. Tous contribuent, chacun à leur manière, à sa transformation de simple agitateur de brasserie en un futur dictateur. Les apôtres du mal. Dans ses débuts, Hitler se repose sur ce socle solide d'apôtres du mal, apostels des Bozen, proches et dévoués dont il a absolument besoin, mais qui ne sont qu'une poignée de fidèles. Une fois devenu le chef d'une masse de fanatiques, ce ne seront pas moins de plusieurs milliers de nazis qui sauront alors travailler en direction du Führer, comme le souligne fort justement l'historien Jan Kershaw. Ce livre offre donc la possibilité de saisir les sources essentielles du sujet, et traite donc tout naturellement de cette phase fondamentale que représente la période de l'entre-deux-guerres. Ce travail de recherche permet de mettre en lumière les actions déterminantes commises par tous ces personnages qui ont façonné puis soutenu Hitler. Parmi eux, nous ne négligerons pas de recenser les membres de la haute bourgeoisie, fortunés mécènes sans scrupules à la tête de petites, moyennes et grandes fortunes issues des dynasties industrielles allemandes et étrangères, grands propriétaires terriens, affairistes consommés, sans lesquels le parti nazi n'aurait pu survivre matériellement, car sans argent il n'y aurait jamais eu Hitler. C'est par leur soutien qu'Hitler perçoit les subsides essentiels à la survie du parti et de la SA. À ses débuts, il ne perçoit de grosses sommes d'argent qu'en provenance de propriétaires de petites ou moyennes entreprises, bien que très tôt quelques grandes fortunes lui apportent leur appui. Aussi est-il fondamental de préciser que, contrairement à de nombreuses affirmations erronées, l'aide apportée par les grosses fortunes industrielles ne se fit que tardivement et en deux temps. En effet, les capitalistes allemands dans leur ensemble ont tout d'abord été dissuadés par la rhétorique socialiste en cours au parti nazi dans les années 1920, et se méfiaient des députés du NSDAP qui avaient à plusieurs reprises voté avec les partis de gauche. En particulier, la publication des 14 thèses de la Révolution allemande, 14 Thesen der Deutschen Revolution, parues en juillet 1929 ont effrayé les industriels allemands. Nous rejetons des systèmes économiques individuels du capitalisme, dont la chute est le préalable au succès de la Révolution allemande. En nous référant aux dernières études en date sur ce thème, nous partageons l'appréciation portée par certains historiens selon laquelle la majorité des plus puissants industriels d'Allemagne n'a pas soutenu Hitler et le NSDAP dans ses débuts politiques ni pour les premières élections. La majeure partie des plus importants industriels allemands a d'abord privilégié de miser sur les mouvements patriotiques et conservateurs comme le Parti populaire national allemand, Deutsche National Volkspartei, DNVP, au pouvoir. Cela s'explique par le fait que depuis la fin des Hohenzollern et l'avènement de la démocratie parlementaire de Weimar et les tentatives de bolchevisation de la société, leurs faveurs politico-financières vont tout naturellement en direction des mouvements conservateurs réactionnaires,
chantre d'un retour vers un gouvernement autoritaire voire monarchiste. Malgré cela, certains parmi ces élites traditionnelles, de la sphère industrielle et commerciale allemande, se hasardent d'entraîner Hitler dans le camp conservateur et tentent de l'attirer vers l'État, mais se trouvent confrontés à l'irrémédiable intransigeance d'Hitler. En revanche, et par calcul politique, ils apporteront une aide substantielle à certains des paladins comme Himmler, Göring ou encore Walter Funk, supposés plus influençables et considérés comme modérés ici. Ce n'est qu'à compter de 1931, et une fois que se dessinent des victoires électorales du Parti national-socialiste, que le soutien de certaines grandes entreprises en faveur d'Hitler se précise mais non de façon absolue. Pragmatiques, les capitaines d'industrie allemands continuent toujours d'arroser toutes les autres composantes antidémocratiques dans le Reich. Ce n'est véritablement qu'après la création du cercle Kepler, puis à l'issue de la prise de pouvoir d'Hitler et de ses paladins, que l'on peut parler d'un véritable appui financier massif en faveur du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, Nationalsozialistische Arbeiterpartei NSDAP. C'est ainsi qu'en février 1933, Hitler et Göring reçoivent plus de 24 de représentants du monde économique et à l'issue d'un long discours du Führer, dans lequel il fait campagne pour la propriété privée et contre les expériences économiques, les entrepreneurs présents promettent un don total de 3 millions de Reichsmark pour la prochaine campagne électorale. Dans les années qui suivent, la coopération entre nazis et industriels entre dans une nouvelle ère qui s'avérera très fructueuse pour les deux partis. Le cercle des dirigeants réactionnaires, issus du monde industriel et bancaire allemand ainsi que du grand secteur immobilier, profitent sans vergogne d'Hitler et de ses séides afin de pouvoir s'enrichir sans compromission et mettre en œuvre leurs intérêts économiques propres. Non seulement par l'augmentation des commandes de l'État, en vue de préparer les futures guerres d'agression, où le régime nazi fait grimper leurs profits de façon vertigineuse, mais également par l'expropriation et la confiscation des entreprises et des biens ayant appartenu à des industriels ou des commerçants juifs. Ce qui n'est pour leur déplaire, car elles éradiquent du même coup certains concurrents. Pendant la guerre, rares seront les entreprises allemandes n'ayant pas eu recours au service du travail obligatoire, Rechtsabendsdienst, de Constantin Yerl, aux prisonniers de guerre de l'Est fournis par Fritz Sauckel et aux déportés provenant des camps de concentration fournis par Himmler. Autant d'esclaves, à leur entière disposition leur permettant de continuer à toucher de bons profits. D'autre part, nous ne renoncerons pas à citer les hommes politiques issus des mouvements réactionnaires et aristocratiques allemands, opportunistes ambitieux et cyniques. En voulant détruire la jeune République démocratique de Weimar, ils sont à leur manière les principaux responsables de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ces hobereaux aveuglés par leur soif de pouvoir sont convaincus de leur arrogante supériorité intellectuelle et de classe sociale supposée sur ce misérable parvenu autrichien. Sans l'aide inattendue de ses opposants politiques, cependant, Hitler n'aurait jamais légalement, ou peut-être du tout, devenir chancelier du Reich. Tous jugent qu'Hitler est dupe de leur combinaison politique, mais ils en sont tous pour leurs frais, car ceux qui auguraient pouvoir se servir de lui comme d'une marionnette découvrent à leurs dépens sa duplicité machiavélique. Quant au corps militaire de la défense du Reich, Reichswehr puis de la Wehrmacht, nombreux sont les officiers supérieurs qui adhèrent aux thèses anti-bolcheviques et antisémites des nazis. Au même titre que pour d'autres mouvements réactionnaires, ils collaborent de façon notable avec les nazis pour défendre les questions qui leur sont fondamentales. La révision du traité de Versailles, le réarmement, la lutte contre la démocratie parlementaire et la lutte contre les mouvements bolcheviques. Finalement, la grande majorité des militaires allemands, tous grades confondus, soutient sans sourciller le Führer. Une fois le Troisième Reich proclamé, les hauts commandements respectifs des trois armées de terre, de la marine et de l'air, Oberkommando des airs, der Marine und der Luftwaffe, décrochent à leur grande satisfaction des moyens colossaux pour doter la future Wehrmacht d'armements nécessaires pour la guerre d'agression voulue par Hitler et qui s'achèvera en la plus grande tragédie du XXe siècle. Nous ne manquons pas d'évoquer davantage toutes les petites mains, ces serviteurs fidèles du quotidien d'Hitler qui furent ses plus proches personnes de confiance et d'exécution comme ses gardes du corps, secrétaires, chauffeurs, hommes de main, adeptes de la première heure, dont il s'entourait exclusivement et qui lui vouent une admiration et une dévotion sans bornes. Tous ses proches collaborateurs et collaboratrices lui permettent de gérer les problèmes du quotidien
lui laissant la possibilité de se consacrer entièrement à sa destinée. Trop souvent délaissée par les historiens, nous soulignons finalement la place qu'occupe un certain nombre de femmes lui étant particulièrement dévouées. En tant que national-socialistes, nous souhaitons que la femme soit un soutien dans le combat que mène l'homme. Outre les femmes de dirigeants nazis qui ont le privilège de côtoyer Hitler, il nous a paru essentiel d'aborder la question du rôle des femmes allemandes en général au sein du Reich hitlérien, car non seulement elles ont voté en force pour Hitler mais elles se sont activement engagées au sein du Parti des travailleurs allemands, Deutsche Arbeiterpartei DAP, dès 1919. Malgré le rôle prédestiné et réducteur de la femme allemande mère et femme au foyer, imposée idéologiquement par les nazis, très nombreuses furent les femmes allemandes qui virent dans leur activisme national-socialiste une éventuelle voie d'émancipation. Toutefois, les travers idéologiques des dirigeants nazis ne leur laissent que très peu d'espace et jugulent rapidement toute velléité d'égalité, malgré leurs nombreuses tentatives d'indépendance. Bien qu'elles ne représentent qu'un faible pourcentage des membres au sein du parti, elles s'investissent activement dès les débuts de la DAP puis du NSDAP. Malgré cela, Hitler et ses paladins ont longtemps refusé de leur accorder des postes à responsabilité. C'est seulement au début des années 1930 que les femmes commencent à adhérer de façon plus conséquente au parti. À ce propos, il est reconnu que les bons résultats du NSDAP obtenus aux élections de 1932 et 1933 sont aussi à mettre à leur profit grâce à une très forte participation au vote. Contrairement à l'ensemble des autres paladins, Himmler se démarque curieusement très nettement en ce sens qu'il voulait ouvrir l'ordre SS aux femmes. J'espère que dans 10 ans, nous serons un ordre et pas seulement un ordre d'hommes, purement masculin NDR, mais un ordre de communauté clanique. Un ordre auquel il est tout aussi nécessaire que les femmes appartiennent. Dans les luttes de pouvoir entre paladins, Himmler a soutenu en 1937 la chef des femmes de l'Empire, Reichsfrauenführerin, Gertrude Scholz-Klink, contre les velléités du chef du Front allemand du travail, Deutsche Arbeitsfront, de rebeller désireux de limiter ses compétences. Les lecteurs découvriront encore que dans l'entourage proche d'Hitler certaines d'entre elles ont occupé des positions non dénuées d'importance en leur permettant, du moins temporairement, d'avoir une certaine influence que ce soit sur la vie privée ou politique du dictateur. Quelques-unes exercent plus tard un rôle non négligeable dans les organisations nazies, leur étant dédiées. Hitler a autorisé à certaines d'entre elles un semblant d'émancipation, en leur octroyant des fonctions indispensables à la bonne organisation non seulement des associations, mais également de la promotion de l'idéologie nationale-socialiste au sein de la cellule familiale. Il est clair que la contribution des femmes allemandes à la montée du nazisme n'est assurément pas anecdotique, et nous engageons le lecteur à découvrir l'ouvrage de l'historienne Katia Kosubek qui traite de ce sujet, en analysant une trentaine de rapports autobiographiques établis en 1934 provenant de la Theodor Abel Collection, et que l'on peut étudier au complet dans l'ouvrage de Wieland Giebel. En effet, durant toute sa vie politique, elles lui sont d'une très grande utilité et occupent une place non négligeable dans sa vie. Héritière, aventurière, flirt ou épouse d'hommes fortunés, Hitler profite sans honte de leurs aides financières ou de leurs nombreuses et importantes relations pour les unes et de leur fanatisme pour les autres. D'autres lui prodiguent une affection quasi maternelle, qui lui permet de bénéficier passagèrement de moments de quiétude bourgeoise, qui lui donnent temporairement un certain équilibre émotionnel. Il est ainsi redevable de l'affection maternelle des unes, du soutien financier dans ses débuts politiques pour d'autres ainsi que de sa métamorphose en politicien présentable et policé. Aussi l'importance, dans la jeunesse d'Hitler et de son parti, est loin d'être sans importance et occupe dans ce livre la place qui lui revient. Une fois au fait du pouvoir, Hitler se crée une véritable cour royale sur l'Obersalzberg, et comme le souligne l'historienne et publiciste allemande Eike Begertemacher dans son dernier ouvrage. La structure de ce cercle intérieur a changé. Le Führer n'avait plus besoin de mécènes généreux, qui le soutenaient par des contacts et de l'argent. Il s'est progressivement éloigné de son ancien entourage privé. Au Berghof sur l'Obersalzberg, il crée désormais un espace dans lequel il s'entoure de gens à qui il ne devait son ascension, comme c'était largement le cas avant 1933, mais ceux qui dépendaient de lui et qu'il pouvait contrôler. Une société strictement isolée du monde extérieur,
qui avait un caractère quasi monarchique et servait de retraite privée à Hitler. En conclusion, il faut retenir que ce qui caractérise la grande majorité des profils de ces paladins, c'est que sans les crises qui ont secoué la jeune et fragile République de Weimar et sans leur engagement total dans l'extrémisme politique, ils n'auraient jamais pu être en mesure d'atteindre des tels sommets de responsabilité et leur nom n'aurait jamais paru dans les livres d'histoire. Gratifiés de pouvoir et d'argent, tous et toutes doivent leur fulgurante ascension et réussite sociale à Hitler et au plus important de ces paladins. Ces puissants dirigeants nazis ont permis de les sortir de l'ombre, et de leur éviter de subir des carrières modestes voire médiocres, pour leur permettre d'occuper des fonctions auxquelles ils n'auraient pu prétendre en temps normal. Pour remercier leur maître, et assouvir leur penchant de puissance, ils suivront aveuglément les directives du parti. Tous sans exception, laisseront libre cours à leur imagination pour anticiper les vœux du dictateur aboutissant à des décisions lourdes de conséquences. Quelles qu'aient été les circonstances, ils sont tous comptables devant le tribunal de l'histoire des crimes abjects perpétrés contre des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Leurs noms sont à tout jamais associés aux forfaits les plus ignominieux ordonnés et perpétrés, au nom d'une idéologie perverse et dévoyée. La face cachée de l'histoire. Il aurait été intellectuellement préjudiciable de ne pas rappeler que l'ascension d'Hitler et du national-socialisme n'est pas que la résultante de la résistance allemande aux nombreuses conséquences du traité de Versailles. Elles sont surtout le fruit d'une multitude d'erreurs et de jugements politiques erronés, commis par certains gouvernements occidentaux d'alors. La campagne accomplie pour faire payer par l'Allemagne les dépenses de guerre nous semble avoir été un des actes les plus graves de folie politique dont nos hommes d'État n'aient jamais été responsables. C'est vers un avenir bien différent que l'Europe aurait pu se tourner si M. Lloyd George et M. Wilson avaient compris que les plus importants problèmes qui devaient les occuper n'étaient ni politiques ni territoriaux, mais financiers et économiques, et que les dangers qui menaçaient n'étaient pas dans des questions de frontières et de souveraineté mais de ravitaillement, de charbon et de transport. Les États-Unis ne seront pas tenus par les dispositions de la partie 1 de ce traité, ni par aucune autre disposition de ce traité, y compris celle mentionnée au paragraphe I de cet article et qui se rapporte aux actes de la Société des Nations. Les États-Unis ne seront pas tenus non plus par aucune action entreprise par la Société des Nations, par le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations, à moins que les États-Unis aient donné expressément leur assentiment à cette action. En effet, les calculs politico-économiques des états-majors et des hommes politiques des gouvernements alliés de la Première Guerre mondiale à l'égard de l'Allemagne n'étaient pas exempts de duplicité. Ainsi la Grande-Bretagne, et surtout la France toujours prompte à donner des leçons de démocratie et à délivrer des messages humanistes universels, entraîne les autres alliés à s'opposer à la demande d'unification de l'Autriche et de l'Allemagne en toute contradiction des thèses développées par le président américain Wilson. Il est fort à propos de signaler un fait qui n'est pas directement lié à Hitler et à ses paladins, mais qui a son importance quant à la reconstruction de l'armée allemande. Il s'agit de la coopération militaire entre la République de Weimar et l'Union soviétique, qui a débuté par des contacts intensifs dès le début des années 1920. Elle fut engagée par le général Siecht, chef de la Reichswehr, et Trotsky, commissaire soviétique à la guerre, et a pris fin peu de temps après la prise de pouvoir par Hitler en 1933 à 1934 avant de reprendre temporairement à l'issue de la campagne de Pologne en 1939. Cette surprenante association permet à la Reichswehr de contourner le traité de Versailles et d'augmenter ses capacités dans divers domaines de l'entraînement et de la technologie militaire, et ce rôle ambigu des deux partenaires n'est pas tout fait neutre dans l'histoire. Signalons la tutelle française sur la région de la Sarre, puis la tentative de regrouper les territoires de la rive gauche en un gouvernement autonome pro-français. Ce ne sont que quelques-unes des tentatives, erreurs, manifestes commises dès les années 1920 par les gouvernants français successifs d'après-guerre pour affaiblir le Reich. Pire encore. En 1938 et en 1939, la France n'avait pas fait un geste pour défendre l'indépendance de la Tchécoslovaquie. La France n'était pas capable de venir en aide à la Pologne. On ne gagne pas une guerre en se croisant les bras, tandis qu'un allié plus faible supporte tous les coups de l'adversaire. À l'offensive foudroyante de l'Allemagne contre la Pologne,
La seule réplique efficace était une attaque immédiate de même style sur le front franco-allemand. Ces divisions françaises s'enterrent dans la ligne Maginot, et l'armée française assista en spectateur à l'agonie de la Pologne, qui dura à peine 3 semaines. Les Britanniques, quant à eux, s'étaient montrés conciliants, désireux de négocier, à faire des concessions aux dépens des Français. Comme le souligne judicieusement l'historien Jan Kershaw, alors même que Hitler venait de réinstaurer le service militaire obligatoire et de déclarer publiquement sa décision de réarmer l'Allemagne, en totale violation du traité de Versailles, ces actes n'avaient donné lieu qu'à des réprimandes de pure forme. Que retenir des réactions ? N'est-ce pas cette singulière passivité, ce manque d'assises morales dont firent preuve tant d'intellectuels et de politiques ? Comme si le monde s'était habitué à l'injure et à l'exclusion. Sans la moindre retenue, les Britanniques ont conclu des accords entre anciens belligérants modifiant formellement des dispositions fondamentales du traité de Versailles. En définitive, la France et les autres alliés ont lâchement accepté sans véritablement s'opposer aux ultimes étapes de conquête d'Hitler qui ont irrémédiablement mené le monde au bord du gouffre ailleurs. Pour sa part, Benito Mussolini, d'abord proche des intérêts franco-britanniques, ne tarde pas à rejoindre quelque temps plus tard Hitler après que ses anciens alliés se soient opposés à sa politique d'expansion coloniale en Abyssinie. Cette crise diplomatique a mené à la discorde et à la faiblesse militaire des Franco-Britanniques en Europe, et a contribué à compromettre définitivement la sécurité collective des démocraties européennes face à l'Allemagne nazie. Nous ne pouvons pas non plus effacer de nos mémoires l'erreur de jugement politique de nombreux dirigeants socialistes et du Parti communiste allemand, ni celle de Staline, aboutissant à une collaboration contre nature et secrète avec Hitler pour l'occupation de territoires au bénéfice des deux pays. Enfin, on ne peut passer sous silence la position ambivalente et attentiste des États-Unis, due à leur politique de Neutrality ACTS, qui ne prit fin qu'avec leur entrée en guerre contre le Japon en 1941. Ces quelques faits avérés, parmi tant d'autres, n'exemptent bien évidemment en rien la responsabilité des trop nombreux figurants et responsables politiques et militaires allemands dans cette catastrophe mondiale, mais éclairent le lecteur sur la duplicité et le rôle de tous les acteurs de l'époque. Nous ne pouvons pas dire si Hitler sera l'homme qui déchaînera une nouvelle guerre mondiale, dans laquelle la civilisation sombrera irrémédiablement, ou s'il passera dans l'histoire comme l'homme qui a rétabli l'honneur et le sens de la paix dans la grande nation allemande. Intrigant maléfique, Hitler a su exploiter la faiblesse criminelle et les désaccords continus entre les Alliés pour opportunément avancer ses pions et mettre à profit ses réussites territoriales pour son unique projet de guerre de conquête et d'anéantissement des Juifs d'Europe. En 1933, un Premier ministre français aurait dû dire « Et si j'avais été français, je l'aurais dit ». L'homme est devenu chancelier. Il a écrit le livre Mein Kampf dans lequel il est écrit ceci et cela. On ne peut tolérer cet homme dans notre voisinage. Soit il disparaît, soit nous marchons contre lui. Cela aurait été très logique. On s'est dispensé de le faire. On nous a laissé faire, on nous a laissé traverser la zone à risque sans encombre, nous avons pu éviter tous les écueils, et quand nous avons terminé, bien équipés, et mieux qu'eux, ils ont déclenché la guerre. De hautes personnalités nazies avec lesquelles je devais maintenir des contacts officiels, en particulier des hommes tels que Göring, Goebbels, Ley, Frick, Frank, Darré et d'autres, se moquèrent à différentes reprises de ma conviction sur le caractère obligatoire des traités et me déclarèrent ouvertement que l'Allemagne n'observerait ses engagements internationaux qu'autant qu'ils resteraient conformes à ses intérêts. Bien que ces déclarations m'aient été faites publiquement, ces chefs nazis n'ont à proprement parler révélé aucun secret, car ils ont fréquemment exprimé en public les mêmes idées. Aux origines du nazisme. Déclarer par commodité que l'ascension d'Adolf Hitler, et de la doctrine nationale-socialiste, n'est que le fruit d'une problématique purement allemande, et assurer trop péremptoirement que tout commença à la prise de pouvoir des nazis en 1933 ne traduit qu'une profonde ignorance des faits historiques avérés. L'humiliation subie par les empires centraux, Mittelmächte, allemands et autrichiens à L', issus de la Première Guerre mondiale, une mauvaise conjoncture socio-économique, une opposition démocratique faible, la peur du bolchevisme, le traumatisme de la défaite de 1918, les crises économiques des années 1920,
le tout additionné à des erreurs et des jugements politiques erronés commis par et entre anciens alliés victorieux. Tels sont quelques-uns des facteurs auxquels est confrontée la société allemande et autrichienne dans les années 1920 et 1930, et qui sont à l'origine de la montée des mouvements pangermanistes et antisémites, puis de l'avènement du national-socialisme d'Adolf Hitler dans les deux pays. Le père, l'initiateur de la Seconde Guerre mondiale, ne peut pas être vu que par le fait qu'il l'ait déclenché, c'est-à-dire provoqué. Les pères sont également tous ceux qui ont préalablement créé les causes de la guerre. Les Allemands et les Autrichiens, peuples fiers et enfants de deux grandes puissances continentales, se retrouvent du jour au lendemain avilis et marqués du sceau de l'infamie. L'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés, en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Que cela puisse nous arriver, comme résultat final d'une longue suite de victoires, mon entendement se refusait à l'admettre. Deux nations humiliées. Parmi les centaines de milliers de vétérans allemands, rescapés et blessés dans leur chair, aucun n'était prêt à admettre que son sacrifice pour la patrie l'ait été en vain et qu'il soit piétiné par de quelconques articles d'un traité infamant. Cependant, plus que tout, ces vétérans refusent qu'il soit mis au ban de l'Empire par une partie de la société pacifiste weimarienne. En outre, il ne faut pas méconnaître l'impact profond qu'avait produit la Première Guerre mondiale sur l'esprit de la jeune génération allemande née entre 1901 à 1910. Elle a toujours vécu ce conflit comme un épisode héroïque, et avec l'armistice, elle devient par conséquent orpheline d'une victoire qu'elle croyait incontestable. Cette profonde amertume, conjuguée au mythe du coup de poignard dans le dos, est devenue le terreau des futurs adeptes des associations réactionnaires et antisémites en Allemagne comme en Autriche. Dans cette perspective, le poids de l'occupation alliée en Allemagne et un traité qui sectionne ces deux nations européennes d'une partie de leur territoire à l'ouest et à l'est non seulement les dépossède de leurs colonies et de leurs puissantes armées, mais aussi ne font qu'attiser la haine d'une grande partie de ces deux peuples germaniques envers les Alliés et tout particulièrement pour la France. Le tout est aggravé par l'extrême misère sociale et la détresse profonde qui règne au sein des couches moyennes et inférieures de la population allemande et autrichienne à cette époque. Cette rancœur se concrétise quelques années plus tard par la participation massive aux activités de résistance contre l'occupation française en Rhénanie puis dans la Ruhr, en 1921 et en 1923. Le tribun autrichien. C'est dans cette ambiance délétère de l'entre-deux-guerres que l'Autrichien Adolf Hitler, modeste caporal estafette durant la Grande Guerre, entre en politique et découvre son pouvoir oratoire et l'effet que ses discours produisent sur les foules. Du plus simple ouvrier au bourgeois de la haute société, aucune strate sociale de la société allemande n'échappe à l'aura de ce prédicateur antisémite qui encourage son public à relever la tête et à se venger de cette déchéance imposée par ses ennemis déclarés. Les marxistes, les sociodémocrates, la France et surtout les juifs. Grâce à une rhétorique savamment distillée, il sait rappeler à son auditoire la grandeur et les splendeurs de l'Allemagne d'antan et promouvoir l'unité nationale. Vivant à l'ère des corps francs et des meurtres, fémordes, perpétrés par des sociétés secrètes, les paladins d'Hitler criminalisent la politique allemande durant plus de 2 décennies. La majorité des militants politiques extrémistes des années 1920 ne connaît pas de meilleur remède aux différences idéologiques que l'utilisation de la violence, ce qui détermine la plupart des profils de la garde rapprochée du futur dictateur. Hitler sait utiliser l'engagement inconditionnel d'un aréopage d'individus qui, fidèles parmi les fidèles, l'aident et le soutiennent pour qu'il soit en mesure d'accomplir son funeste destin. Tous participent et l'accompagnent dans son inexorable ascension vers le pouvoir, et ce jusqu'à la fin du Grand Reich allemand, das Großdeutsche Reich. L'engagement NATIONALSOC-IALISTE. De manière générale, il convient d'envisager l'engagement national-socialiste de tous ces paladins comme le croisement ou l'ajustement d'aspirations personnelles, d'un antisémitisme latent, d'attentes familiales, d'opportunités professionnelles et de revanche qui prennent leur source dans la défaite de 1918. Dans un climat politique national et international tendu, tous les éléments précédemment évoqués traversent et nourrissent l'ensemble des itinéraires des complices du Führer,
et relève l'impact transversal et global des événements de l'époque sur ces individus. Ne négligeons pas le fait qu'à tous les niveaux de la hiérarchie sociale de l'Allemagne de Weimar, ils seront des milliers à lui apporter leur soutien pour le mener au pouvoir. La vision du monde nazi n'était pas l'élaboration d'un seul homme, mais une production collective de milliers d'intellectuels. L'assujettissement du peuple allemand au régime national-socialiste et à ses chefs n'est pas que le résultat d'une séduction aveugle ou d'une propagande intelligemment orchestrée. Pour beaucoup d'Allemands, nombreux seront celles et ceux qui s'identifient aux projets nationaux socialistes et qui grâce au nazisme occuperont des postes à responsabilité auxquels ils n'auraient pour beaucoup d'entre eux jamais pu prétendre en temps normal. Cette masse d'hommes, et quelques femmes sympathisants et membres du parti capteront d'importantes fonctions au sein de l'administration d'État ou du NSDAP. Ce sera l'aboutissement d'un long processus qui prend ses racines avec la fin de la Première Guerre mondiale et touche en particulier la génération d'après-guerre. L'ascension des jeunes élites. En raison de leur âge relativement jeune, la socialisation politique de futurs cadres n'ayant pas connu la guerre, ne s'est pas seulement réalisée dans les subdivisions du NSDAP, mais bien au sein des écoles et universités de la République de Weimar. Généralement de formation académique, et liée au milieu conservateur et antisémite, la grande majorité de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.